Bonjour à tous. Donc on va parler d'agilité pendant les prochaines 25 minutes. Petit sondage déjà. Qui sait ce qu'est l'agilité? C'est pas mal. Qui fait de l'agilité? C'est un peu moins. Qui est agile? Ah. Donc vous pouvez venir et puis faire une roue pour nous montrer votre agilité. Non, on va parler d'autre chose. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Florian Ferbach, je suis facilitateur chez Marmelab. Donc Marmelab, c'est un atelier d'innovation. On fait des projets pour nos clients, comme une SS2I, sauf qu'on se spécialise sur les projets à fort risque et avec beaucoup d'inconnus. Facilitateur, c'est un titre un peu bizarre. Mon rôle, il est simple, c'est de démarrer les projets chez les clients en utilisant du Lean Startup et de l'agilité. Pendant toute la phase de réalisation, j'ai un rôle de Scrum Master. Et puis sur le reste du temps, j'ai un rôle d'amélioration continue par rapport à l'organisation. Alors on va parler d'embarquement agile. J'utilise le mot embarquement, mais en fait on parle souvent d'onboarding. Mais c'est un mot un peu grossier parce que ça a été associé à plein de concepts qui ne me plaisent pas du tout, qui ne sont pas très humains. Et quand on a une nouvelle recrue, donc on vient de recruter quelqu'un et qu'on veut le faire travailler avec nous, c'est super important que ça matche bien et qu'il soit capable, au niveau valeur, au niveau méthode de travail, de travailler correctement avec nous. Donc je vais commencer par définir le problème. C'est normal. C'est normal, l'attention doit être ici quand il y a des slides en noir, c'est logique, vous inquiétez pas. Je vais commencer par définir le problème. Je parlerai de quelques solutions qui existent actuellement, des solutions et leurs critiques. Et puis ensuite, je vous ferai un retour d'expérience. Donc on a une méthode spécifique chez Marmelab. À ma connaissance, personne ne l'utilise. Ça fonctionne pour nous. Et l'objectif, c'est de vous montrer comment on fait et de voir si c'est applicable à votre contexte. Donc, qu'est-ce que l'embarquement? L'embarquement, c'est, pour moi, en tout cas, ma définition, c'est intégrer une nouvelle recrue. J'insiste énormément sur le mot intégrer. Pourquoi? Parce que la définition officielle, c'est placer quelque chose dans un ensemble de telle sorte qu'il semble lui appartenir, qu'il soit en harmonie avec les autres éléments. Quand on parle d'onboarding, souvent on parle de faire monter en compétences, de rendre la ressource disponible pour le client aussi vite que possible. C'est un peu disgracieux, puisqu'en fait on travaille avec des humains et pas des machines. Et puis une entreprise, c'est comme un humain, ça a une vie, une âme, et on doit le traiter comme tel. Pour nous, c'est extrêmement important. C'est le centre de notre business. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer un peu le contexte de ce qu'on fait. Donc on travaille pour des clients, on a des équipes qui travaillent pour les clients, donc 2 développeurs généralement, un product owner chez le client ou ailleurs. On a des experts métiers qui connaissent principalement le domaine. On a également des utilisateurs, puisque sans les utilisateurs, on ne peut pas savoir si ce qu'on fait est bien ou pas. Et puis on a un facilitateur, donc un Scrum Master, qui s'occupe d'aider l'équipe à avancer dans la bonne direction et de l'amélioration continue. Marmelab, c'est le cercle bleu. Notre problème, c'est que les équipes, on les fait changer tout le temps. Alors je dis notre problème, c'est pas vraiment un problème, c'est un choix. L'objectif, c'est déjà de favoriser l'intelligence collective. Si on n'a que 2 développeurs qui travaillent sur un projet pendant 1 an, quand on doit changer de projet, il y a au moins 3 mois où on n'est pas performant. Et puis aussi, on a un gros problème de rétention dans le développement. C'est-à-dire que pour garder un développeur plus de 2-3 ans, c'est assez compliqué. Donc on les fait changer de projet fréquemment pour qu'ils évitent de s'ennuyer. Et donc le challenge, c'est que pour notre client, il faut qu'on ait le même niveau de service, quelle que soit l'équipe. Et pourtant, il y a des humains derrière qui changent. On peut se dire qu'il y a des équipes qui sont plus performantes que d'autres. Et donc, le centre de l'intérêt, c'est l'humain. Tous nos humains doivent être au top pour assurer ce même niveau de service. Et compte tenu que c'est l'humain, on fait déjà pas mal de choses pour que nos développeurs restent au top, pour les maintenir au top. Donc, on a de l'open source, de la veille technologique qui sont inclus dans les heures de travail, on a un budget conférence et on propose des hack days 2 jours par mois par développeur. C'est de la recherche sur un sujet au choix. Donc, ils choisissent leur sujet de recherche. Tout ça, c'est bien, ça marche très bien, on ne revient plus dessus. Par contre, pour les amener au top, on n'a pas de solution.
Donc on sait les maintenir, mais on ne sait pas les amener au top quand on vient de les recruter. Alors, au niveau méthode d'onboarding, donc c'est ce qui existe actuellement quand on a une nouvelle recrue. Alors, je vous spoil un peu, toutes ces méthodes ne fonctionnent pas, ou du moins n'ont pas fonctionné pour nous. Rapidement, de la documentation, c'est vous demander de lire 1200 pages de documentation sur le premier jour. Et dedans, il y a autant le style de code, donc les guidelines de coding, que comment remplir sa note de frais sur le RP. Autant vous dire que la nouvelle recrue, elle va oublier 98% de ce qu'elle a lu dès le deuxième jour. Le tour d'entreprise, c'est très bien, on voit tout le monde, on sait comment ça fonctionne, mais il n'y a aucune collaboration, on n'a pas travaillé avec les personnes. Organigramme ou directement mettre le dev dans le projet, je ne sais même pas si on peut parler d'onboarding finalement, puisque c'est complètement absurde. Il y a une technique à la mode aussi qui consiste en un camp d'entraînement. Donc le camp d'entraînement, au recrutement, on envoie les développeurs 2 semaines, 2 mois, 3 mois ailleurs, les faire former. Et puis quand ils reviennent dans leurs locaux, avec leurs collègues, ils sont super bons opérationnellement, techniquement. Par contre, ils ne savent pas travailler avec leurs collègues. Donc il y a encore un problème. Et puis ce qui marche à peu près, le pairing. Donc le pairing, c'est simple, c'est le principe que vous allez accompagner un développeur qui est déjà dans l'entreprise pendant une certaine période. Donc vous allez l'accompagner sur son travail. Il y a quelques problèmes, c'est déjà qu'il y a un seul point de vue, vous voyez que le point de vue du développeur avec qui vous êtes. Et puis généralement, la méthode qui est la plus employée, c'est de mettre le dernier recruté en pairing avec celui qui vient d'être recruté. Donc c'est le plus junior qui est censé vous transmettre les informations. C'est assez incohérent. Donc toutes ces méthodes, on les a jugées pas satisfaisantes. Et j'aimerais savoir, faire un sondage, qui se reconnaît dans certaines de ces méthodes, qui a déjà vu ça en tant que nouvelle recrue? Un bon 50%. Qui a trouvé ça super agréable et efficace? Ok, merci. En fait, toutes ces méthodes, elles manquent d'un point essentiel, c'est la mise en situation réelle. C'est-à-dire que c'est très bien, ça fait des choses, mais ça ne met pas en situation le développeur. Et nous, on pense que la méthode qu'on emploie, elle le fait. Cette méthode, je l'appelais embarquement agile. C'est assez expérimental, c'est récent, et c'est surtout inspiré de l'agilité. Et l'objectif, c'est de transmettre notre culture. Alors culture, c'est un terme assez large, mais surtout par l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on va laisser le développeur expérimenter pour qu'il apprenne de par lui-même. Pour faire ça, il y a une première étape. On veut aller quelque part, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc on va commencer par clarifier la cible. Donc clarifier la cible, c'est le collaborateur idéal, c'est quoi? Il a quoi comme qualité? Qu'est-ce qu'il connaît? Et quelles sont ses principales qualités? Cette cible, on va la transformer en une checklist de points mesurables qui permet de juger et de donner une direction à notre nouveau développeur. Donc ça ressemble généralement à ça. C'est catégorisé en plusieurs parties. Donc on voit les soft skills, le programming, project management, collaboration. La catégorisation dépend surtout de votre contexte et de votre entreprise. Par exemple, chez Marmelab, on a 143 points qui décrivent notre collaborateur idéal. Cette checklist, elle pourrait venir de notre directeur, parce que, après tout, c'est lui qui a mis l'argent dans la société. Mais ce n'est pas logique. Pourquoi? Parce que le développeur, il va principalement travailler avec les autres développeurs. Donc en fait, ce qui est l'idéal pour mettre cette checklist en place, c'est d'organiser un atelier avec tout le monde. Donc vous voyez des post-it, c'est vraiment un truc d'agiliste pour le coup. Et donc ça se passe en 3 étapes. On écrit des post-it, chacun des développeurs écrit sur des post-it les qualités qu'il recherche chez son collaborateur idéal. Chacun des développeurs va énoncer devant tout le monde les qualités qu'il a écrites et va expliquer pourquoi. Puis on va essayer de regrouper par thème. L'avantage de faire ça avec tout le monde, c'est que chaque développeur a ses orientations. Il y en a un qui va être plutôt fonctionnel, plutôt à l'écoute du client, un autre qui va être sur les outils de déploiement,
Un autre qui va être très technique. On a quelqu'un, par exemple, qui est expert en fonctionnel et en monade. J'y comprends rien, mais lui est très bon pour ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on sait où on veut emmener nos nouvelles recrues. Et du coup, on peut vraiment commencer. Donc, je vais vous raconter l'histoire de notre dernière recrue, qui s'appelle Julien. Donc, Julien, avant d'arriver chez Mermelab, il était développeur .NET. Il était chez un éditeur de logiciels dans le domaine de la santé, et ça faisait 12 ans qu'il était au même endroit. Premier jour, il arrive, il fait un entretien rapide avec le boss, et le boss lui explique à quelle sauce il va être mangé pendant les 5 semaines d'intégration. Et après, directement après, pause café, vous voyez, on est dans le fond, on le fait jouer à un jeu un peu bizarre. Alors dans ce cas-là, on lui présente en fait son sujet d'intégration. Il a un sujet qu'il va utiliser pendant toute l'intégration. Ici, c'est le Quarto. Quelqu'un connaît le jeu du Quarto? Ah, il y a du monde quand même. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif, c'est d'aligner 4 pièces qui ont au moins une caractéristique en commun, sachant que les caractéristiques des pièces, c'est la hauteur, on voit qu'il y a des petites et des grandes, la couleur, la forme, carré ou rond, et elles ont un trou ou pas sur le dessus. Le challenge, c'est que c'est l'adversaire qui choisit la pièce pour nous. Alors c'est assez bizarre. Premier jour, on le fait jouer, mais il n'était pas là pour travailler. Mais on a notre justification. Pourquoi on fait ça? La première raison, c'est pour casser complètement le stress. Quand on arrive dans un nouveau travail, c'est quelque chose qui est assez stressant, on se sent jugé, et puis on s'attend à avoir besoin de faire ses preuves. Donc on essaie de casser complètement le stress. Notre objectif aussi, c'est de le décrocher du passé. Il a fait plein de choses certainement chez l'éditeur de logiciels précédent. Ça m'étonnerait qu'il ait joué au Quarto. Ce qu'on veut lui faire comprendre aussi, c'est que pendant l'intégration, on ne s'attend pas à ce qu'il travaille pour un de nos clients. Le but, ce n'est pas de travailler, c'est d'apprendre. Donc on le fait jouer dans un contexte complètement différent. Et puis surtout, on aime jouer, on a des jeux partout, on participe à des conférences de Serious Games tout le temps. Et donc c'est un peu dans la culture d'entreprise. Ensuite, commencent les itérations, donc des cycles. C'est des itérations d'une semaine pendant lesquelles on va lui proposer un challenge à chacune des itérations d'une semaine. Et le processus dont je vous ai parlé, l'embarquement, ressemble à ça. Donc c'est un super processus tout frais, très expérimental et dessiné sur un tableau blanc. Mais je vais vous expliquer chacune des étapes. Commençons par le plus important, l'humain. Donc qui fait partie de ce processus d'intégration? En premier lieu, le nouveau, c'est quand même l'acteur principal, c'est lui qu'on veut faire évoluer. Ensuite, un tuteur qui va l'aiguiller. Donc c'est généralement un développeur senior qui va l'aider, qui va lui montrer la voie. Et un facilitateur qui va cadrer, qui va accompagner sur les méthodes agiles et sur les processus. Alors, on a l'impression qu'il n'y a que 3 acteurs dans l'intégration, mais en fait, c'est faux. Puisque tout le monde fait partie de l'intégration. Pourquoi? Parce que notre nouvelle recrue, elle va intégrer une société, pas 3 personnes. C'est hyper important pour qu'il soit en confiance, qu'il sente qu'on l'attend, qu'il sente qu'il soit le bienvenu, et pour donner le meilleur de lui-même pendant toute cette phase d'intégration un peu stressante. Phase suivante, le planning. Donc le planning, c'est une phase super importante et super compliquée. Les humains sont tous différents. Donc quand on recrute quelqu'un, on ne peut pas lui proposer les mêmes challenges. Il n'a pas les mêmes besoins d'apprentissage. Donc le planning doit absolument être sur mesure. C'est essentiel. Ça prend du temps, ça prend un temps incommensurable, mais il faut le prendre, c'est un bon investissement. Et pour faire du sur-mesure, il faut savoir ce qu'on veut apporter à notre nouveau. On peut y aller au feeling, ça arrive, ça peut fonctionner. Sinon, on peut utiliser juste un graphe tout simple, où on reprend notre fameuse checklist que les développeurs ont fait entre eux, et puis on va essayer de prioriser ce qu'on attend de notre nouveau développeur sur ce graphe. Donc c'est assez simple. Est-ce que c'est important? Oui, c'est l'axe vertical, je le mets tout en haut. Et ensuite, est-ce qu'on pense que notre nouvelle recrue a déjà acquis cette compétence? Oui, c'est tout à gauche. Non, tout à droite. Ou alors on n'en sait rien.
Tout ce qui est assuré en rouge, c'est les choses qui sont acquises et qu'on n'a plus besoin de traiter. Par exemple, pour nous, les valeurs les plus importantes de notre culture, ici, c'est l'approche utilisateur, le courage, la prise de risque, le pragmatisme, et voir et reconnaître ses faiblesses. Par exemple, si on veut faire un premier challenge centré sur l'utilisateur, on va lui proposer un test avec grande ascendance sur l'expérience utilisateur. Son premier test, c'était de faire le jeu du Quarto en console. Autant vous dire que jouer à un jeu avec une interface console, c'est horrible. On lui a dit dès le début qu'il faut que ce soit agréable et facile à jouer. Puisque c'est un jeu, il faut que ce soit fun. Et puis par exemple, sur le challenge de collaboration, on a des développeurs qui travaillent à distance, donc on peut prendre un tuteur qui est un développeur à distance. Par exemple, oui. Ok. Il ne faut pas hésiter sur les challenges à taper trop haut. Que le nouveau soit un peu en situation d'inconfort pour qu'il se dépasse. Pourquoi ? Parce que le but, c'est pas qu'il réussisse son challenge, mais c'est bien qu'il apprenne. La réussite n'est pas liée directement à l'apprentissage. C'est dans l'échec qu'on apprend le plus. Une fois le challenge trouvé, on crée au développeur un backlog, déjà découpé et déjà priorisé, fonctionnellement seulement, et on lui laisse complètement la technique. On fait un planning poker avec 2 développeurs expérimentés pour l'aider à comprendre la technique qu'il y a derrière les fonctionnalités qu'on lui demande. Donc c'est l'estimation de complexité, les détails d'implémentation. Ensuite, toute la réalisation, donc avec les daily, on remarque que c'est une petite partie du process, et pourtant ça prend 4 jours sur les 5 du challenge. En fait, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être la démo et la rétro. Donc le daily, le but, c'est que le tuteur puisse aider notre nouveau à échouer rapidement. Alors aider à échouer, ça peut paraître bizarre, mais c'est le mot rapidement la clé. S'il doit échouer, autant qu'on s'en rende compte dès le premier jour, plutôt qu'à la fin du challenge. Et bien sûr, le tuteur, il monitore, il l'aide, mais ce n'est pas du tout du management. Le reste du temps, le tuteur doit être là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour accompagner et répondre aux besoins de notre nouveau. La posture du tuteur, il faut qu'il se force à être bienveillant, et puis qu'il évite de donner des solutions toutes cuites, plutôt qu'il aide à poser les questions, à prendre les problèmes. Et surtout, ce qui est hyper dur pour les nouveaux, c'est qu'on est intransigeant. C'est-à-dire que toute notre méthodologie qu'on s'applique en projet, donc la qualité qu'on se force à mener avec nos clients, on l'amène pareil pour développer un Quarto. Pourquoi ? Parce que si on est moins intransigeant, quand il arrivera sur un projet client, il sera perdu. Ensuite, on va parler donc de la démonstration. Donc, on demande à notre nouveau de nous faire une démonstration à la fin de son challenge. Ça explique ce qu'il a fait, comment il l'a fait, et surtout pourquoi il l'a fait. Donc le pourquoi, c'est super important, c'est le but. La présentation est super engagée puisqu'elle est devant toute la boîte et on le bombarde de questions après. L'intérêt, c'est qu'il a un entraînement à la communication, ça désamorce la peur de parler en public. Et puis surtout, l'objectif, c'est de favoriser la consolidation de l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que le fait de devoir préparer une démonstration, on va devoir organiser notre pensée et ça va forcément aider à consolider ce qu'on a appris. De notre côté, donc Marmelab, on a un seul but, c'est écouter et surtout toujours être bienveillant. La rétrospective. Donc la rétrospective se passe immédiatement après la démo. L'objectif, c'est de demander au nouveau comment il a senti sa semaine. Au niveau feeling, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce qu'il l'a senti. Au niveau apprentissage, c'est là où c'est le plus intéressant pour nous. Qu'est-ce qu'il a appris ? Et surtout, est-ce qu'il aurait fait des choses différemment aujourd'hui ? Et seulement 5 jours après, on se rend compte que nos nouveaux sont capables déjà d'identifier des vecteurs d'amélioration. Ensuite, on demande au tuteur s'il partage son sentiment, et puis à toute la société. C'est très participatif. L'objectif, c'est de se rendre compte de ce qu'on a appris pour consolider encore les apprentissages. Il faut être honnête, par contre, très honnête. Il faut avouer l'échec. Un échec est un échec. Savoir qu'on a échoué, c'est mieux que de ne pas le savoir. On apprend quand même. Dernière partie, l'évaluation. Donc l'évaluation doit être super transparente. C'est-à-dire qu'il faut fournir le feedback au nouveau. Il faut qu'il sache sur quoi il a été moins bon pour savoir sur quoi il doit s'améliorer. On lui donne la boussole.
puisque la culture, c'est déjà difficile à transmettre, qu'on souhaite la transmettre par expérimentation, et qu'il faut lui indiquer s'il est dans la bonne direction ou non. Et puis, il ne faut pas se mentir, la période d'intégration, c'est aussi une période d'essai. Et si on voit que ça ne matche pas avec les équipes, qu'il n'arrive pas à apprendre au rythme qu'on souhaite, la période d'essai peut se terminer. Le but, c'est de valider que ça va fonctionner entre lui et nous. On peut encore faire ça au feeling, à l'oral, ou toujours s'appuyer sur le graphe. Donc, normalement, challenge après challenge, les post-it devraient aller vers la gauche. Et si tous ne vont pas vers la gauche, c'est pas très grave, si on est prêt à l'accepter, puisque l'objectif, c'est de lui donner une route pour la suite. Voilà l'histoire de Julien, son premier challenge. En fait, il en a fait 5 différents. Tout cela, avec un tuteur différent à chaque fois. Je ne vais pas les énoncer, vous pouvez les retrouver sur les slides plus tard. Et voilà le nouveau Julien, qui a 12 ans et 5 semaines d'expérience et qui est heureux. Et qui c'est un développeur agile maintenant. Vous retrouverez le résumé à la fin des slides. Ce qui est important à retenir surtout, c'est que la réussite, c'est différent de l'apprentissage et que la cible doit être l'apprentissage. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui étaient meilleures que vous dans un domaine et comment ça se passe dans l'apprentissage ? On a toujours des développeurs qui ont des spécialités dans un certain domaine. Notre but, c'est que même s'ils ont des spécialités, il faut qu'ils soient bons partout. On a des développeurs qui ont commencé de zéro sur certains domaines, je pense notamment à tout ce qui est déploiement, infrastructure. On met un focus sur cette partie-là et on lui met dès le début un tuteur qui a la même spécialité et qui va vraiment l'accompagner de manière très proche. Une autre question ici. Comment est-ce que vous organisez l'introduction de tâches réelles qui concernent des projets clients et des exercices qui vont être juste pour développer les skills du nouvel employé, comme développer un jeu par exemple qui ne sera pas vendu? Comment est-ce qu'on introduit ça ? Est-ce qu'il y a un focus qui est fait en priorité sur des choses qui ne sont pas vendables pour des clients, mais qui sont là juste pour développer la personne? Ou est-ce qu'il est directement dans le vif du sujet sur des projets? Alors, on a fait le choix, pour les 5 premières semaines d'intégration, de faire exclusivement ça, exclusivement des jeux. Donc les jeux ne sont pas vendables aux clients, c'est de la perte sèche pour nous, mais c'est un investissement pour le futur. Une dernière question ? Bonjour. Voilà, je suis pas sûr d'avoir compris si vous êtes plus une web agency ou une SS2I en termes de nombre de personnes dans la société dans laquelle vous travaillez. On est à vrai dire ni l'un ni l'autre. D'accord, ni l'un ni l'autre, ok. Donc ce que j'aurais souhaité savoir, c'est par rapport au turnover qu'on peut voir dans certaines web agencies et SS2I, qui est très important, si avec une méthode d'intégration comme celle-là, d'embarquement, il y a moins de turnover en fait. J'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de turnover, mais on en a quand même. Ce qui me rassure, c'est que le turnover, les personnes qui quittent notre société, c'est pas pour aller ailleurs, c'est pour monter leur société, être indépendant, etc. Donc c'est d'autres raisons. D'accord, merci. Il y avait une question, Raphaël. Bonjour, merci beaucoup. Quand vous recrutez des facilitateurs comme toi, qu'est-ce que vous faites comme type de challenge? J'en sais rien, on n'a pas encore répondu à la question puisque je suis le seul actuellement. Ok. Dernière question peut-être? Ah oui. Bonjour. Vous mettez ça en place depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que vous utilisez ce système de challenge? Il y a combien de personnes dans la société et combien il y en a qui sont passés par ce mécanisme-là? Alors, ça fait 6 ans que la société existe. C'est en place depuis, je dirais, 3 ans. C'était là avant moi. Ça a été construit un peu par expérimentation, à force de constater ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça a été appliqué sur 8 à 10 personnes à peu près. Qui sont toujours dans la compagnie aujourd'hui? Pas tous, Okay. La majorité. Et on est 12-13.
S'il n'y a plus de questions, je voudrais vous inviter à expérimenter la méthode et à me fournir vos feedbacks, puisque on l'améliore tout le temps et on aimerait vraiment voir si ça marche ou pas sur un contexte différent. Merci Florian.